vendredi à 13h, le sport prend le pouvoir sur 98 FM. Place à IDFM Sport. Le stade de la route de Lorient fait rêver. Non, m'écoute pas. C'est Manu qui a dit ça. But! Oh, le but exceptionnel encore une fois. Pedro Miguel Pauleta. Nanterre, un club qui était en dernière division de département il y a quelques années, qui est champion de France. Donc affaire à suivre, tout simplement, affaire à suivre. Allez à nous, celle-là. Les mecs de Paris sont balèzes. Ils sont balèzes, les mecs de Paris. Marie, je vais couper les micros. Attention. Oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Quand tu fais un tournoi, peu importe, t'en peux aller jusqu'au bout. Les supportrices qui ont renoncé à faire du shopping ce samedi après-midi pour venir encourager les Parisiens sont heureuses. Oui, vraiment. Il n'y a rien qui ressemble plus à un Coréen qu'un autre Coréen. Oh oui, génial. Les mecs, ils sont quand même derniers, au fond du fait tout, voilà. Allez mon petit bonhomme. Oui, mon petit bonhomme, bravo. Et puis comme dirait l'autre, après avoir vécu une saison comme ça, on peut mourir tranquille en tout cas. Pas encore, le plus tard possible. Non, laisse-moi terminer. Bonjour à tous les amis, bienvenue sur IDFM 98 FM, IDFM Sport comme chaque vendredi, 13h, 14h. Et oui, pour la, je sais plus combienième semaine, mais on va bientôt fêter la 50e. Ça en fait des semaines. Voilà, ça en fait des semaines, ça en fait un bon paquet. Bonjour Eddie Amari, on t'a entendu, salut on t'a Manu. reconnu. Comment ça va? Salut Manu, bonjour Paris, bonjour à tous, bonjour la France, Paris, bonjour le Val d'Oise. Voilà. Comment ça va Eddie? Ça va très bien et vous? Ça va super. Bon, c'est ok, quoi la c'est chronique cool. du jour aujourd'hui? Petit coup de cœur aujourd'hui pour Stéphane Kissling, souvenez-vous le but fantôme de Stéphane Kissling, l'attaquant du Bayern Leverkusen qui a mis un but qui n'est pas rentré, enfin qui est rentré mais qui ne devait pas rentrer. On y reviendra. On va y revenir tout à l'heure. Linden Lutello pour les débats. Bonjour, salut Linden. salut. Bonjour Paris, bonjour Linden. Salut Emmanuel Moine, salut l'équipe. Allez, on va débattre de quoi aujourd'hui Linden? Bon, on va parler rugby parce que ça revient. Après la finale, le souvenir, la finale de la Coupe du Monde, on va retrouver un France All Black, Nouvelle-Zélande donc contre la France. Et on va se demander pourquoi la Nouvelle-Zélande est imbattable au Stade de France et pas en dehors. Ensuite, on va parler de ce qui est arrivé hier, la liste de Monsieur Didier. Eh oui. Eh oui, parce que les barrages arrivent, match aller-retour, Rio Mavuba de retour. Est-ce que c'est une bonne chose? La Bien liste sûr. inchangée. On va en parler tout à l'heure. Et si on a un petit peu de temps, on va se demander comment Nanterre fait pour bousculer la hiérarchie du basket européen. Monsieur Valentin Paris est avec nous. Monsieur Valentin Paris, commentateur du National pour le multiplex foot national. Monsieur Valentin Paris, surtout sa spécialité, c'est l'Île-de-France et le sport dans notre région. Salut Valentin. Salut Manu, salut l'équipe. Allez, fais-nous saliver un petit peu là. Qu'est-ce qu'on va retrouver un peu dans ce journal? On va retrouver beaucoup de foot sur ce journal. Ouais, ça me fait plaisir déjà. Parce que c'est vrai que l'actualité sportive dans le Val d'Oise n'est pas... a été un peu désertée là cette semaine. Donc un petit retour sur Créteil, le Red Star, Paris FC, l'Entente Saint-Gratien, l'hebdomadaire quoi. Je veux juste savoir, est-ce qu'il faut préparer les mouchoirs avant d'écouter Valentin? Bah je sais pas. Cette semaine, je sais pas. Écoute, est-ce que t'as porté la gagne? Pas tant que ça, Non, non. attends, moi j'avais une autre question. Est-ce que tu es parti avec Michel Desjoyaux sur la Transat Jacques Vabre parce que tu nous as concocté un très joli pull marin là aujourd'hui. Ah, t'as vu ça? C'est magnifique, très beau pull, très beau pull. Quitte la la marine. Ah, celui-là, ça doit être mes parents. Ah, ouais. Merci papa, merci maman. Très Ma beau copine, pull, hein. bien sûr. Bravo. Forcément. Ah, c'est beau l'amour. Les amis, merci. Les 13h passées de quelques minutes. Les 30 ans d'IDFM Radio Anguin, on en parlait, on les a fêtés hier. J'ai même mangé le gâteau moi. On a même mais Eddie a mangé le gâteau, c'est pour dire. Gâteau de chocolat, très avec bon. son corps d'athlète, il s'est permis une petite sortie pour les 30 ans Mais ça va. de Radio Anguin. En une nuit, il s'en est remis très très vite. Et je suis tombé, je vous le disais, sur une très belle rétrospective préparée par Christophe Caron. Jacques-Élus Bérébides revenait justement sur l'histoire de notre diffuseur sur 98 FM. Et saviez-vous, mes amis, que notre radio, c'est un moment spécialisé dans les directs de sport, notamment dans le golf, avec de nombreuses épreuves retransmises. IDFM avait notamment retransmis le bol d'or, les 24 heures du Mans moto, 24 heures d'antenne, 24 heures de course, 24 heures de direct. Alors en même temps que l'on souhaite bien sûr un joyeux anniversaire à notre station, à notre radio, je voulais vous promettre, chers auditeurs, chers habitués, qui plébiscitez notre travail chaque semaine, que l'on va essayer de revenir à votre rencontre autour des stades et des salles franciliennes, bien sûr, et ramener des directs de sport à l'antenne. C'est notre promesse, hein, c'est notre défi, en tout cas pour cette année 2014 qui arrive. On est en cours de négociation, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Au pire des cas, ça sera sur notre site actuellement en préparation.
Affaire à suivre donc. Et quand je dis affaire à suivre, je pense à notre ami Greg Drouillat qui est à Tahiti actuellement. Greg Drouillat. Alors on n'a pas de nouvelles. Où est-ce qu'il est? On sait pas trop où est-ce qu'il en est. Bien arrivé au moins. Bora Bora, c'est pas pour tout de suite d'après ce qu'il nous a dit, c'est pour la fin du séjour. Greg Drouillat, on le retrouve la semaine prochaine. Il me semble parce qu'il est parti une semaine à 10 jours là-bas. Mais en tout cas, on a une énorme pensée une à très lui. grosse pensée. Reviens vite, Greg. Reviens vite. Mon père spirituel, c'est difficile. Hein. Papa outé. Un peu, ouais. Exactement. Les amis, je voulais revenir sur un court extrait qui a fait bondir nombre de nos auditeurs. Et là, je ne blague pas. Il n'y a pas de Jennifer inventée à droite ou à gauche. J'ai eu pas mal de retours sur une émission qui a eu lieu il y a 2 semaines. Greg était d'ailleurs en studio avec nous ce jour-là. On parlait de France-Ukraine, le match donc à venir en barrage. Et je l'ai choisi. C'est le zapping de la semaine. On réécoute et on réagit après. Ouais, les amis, je veux vous dire, ça va être une formalité. Ah, tu penses que ça va être une formalité? Je pense qu'on en fait trop sur l'Ukraine. Et je pense que ça va être 2-0 à l'aller là-bas et ça va être 2-0 au retour. Mais c'est l'année dernière ou il y a 2 ans? Non, c'était il y a 2 ans. On gagne je vois pas ce que l'Ukraine peut faire, honnêtement. Je vois pas ce que l'Ukraine peut faire. Tu sais, tu fais 0-0 là-bas. Exactement le scénario que je t'explique. Tu fais 0-0 là-bas en Ukraine au mois de novembre. Je vais essayer d'imaginer les conditions, 6 heures de vol, 6 heures de décalage, machin. Et tu prends un partout. Je sais pas, tu mènes et puis tu prends un but en contre et puis tu fais un partout. T'es dehors. Tu vas faire la Coupe du Monde. Après, c'est. L'Ukraine, depuis, ça a progressé. Surtout parce que ça s'appuie surtout sur les joueurs du Shakhtar. C'est-à-dire le club qui emmène un petit peu le pays. Et c'est le 4 à Leverkusen. Oui, j'allais dire en dehors de ça. J'ai pensé dire en dehors de ça, non, en dehors du quoi qu'il y a eu justement 4 à Leverkusen, quand même, le Shakhtar, c'est une équipe qui progresse chaque année, on a vu. Et je pense que l'équipe d'Ukraine s'appuie surtout aussi sur ce qui se passe au Shakhtar et les joueurs qui s'appuient là-dessus. Donc c'est au niveau du jeu, de la construction d'équipe, le bloc équipe. Je vous le disais, beaucoup de messages et notamment celui de Vincent qui nous écrit par mail. Les gens qui pensent que l'Ukraine ce ne sera qu'une formalité n'ont aucune expérience du football et ceux qui pensent que le Shakhtar Donetsk qui est un baromètre de la sélection ukrainienne n'ont aucune connaissance de ce sport. Alors les garçons visés, il y en a un qui est parti à Tahiti donc on va pas trop en parler. Liden, les amis, c'est vrai qu'on a réécouté un peu ce sonore, c'est un vrai message, hein, je vous jure que c'est vrai, c'est un ancien joueur de foot en plus qui me l'a envoyé. Qu'est-ce que je veux dire, j'ai perdu mes mots. Une petite réaction sur ce qu'on avait dit, c'est vrai qu'on y est peut-être allé un peu fort. Est-ce que vous y êtes allé un peu fort? Vous y êtes allé un peu fort parce que moi, complètement de ce que vous avez j'ai dit dit. que ça serait difficile. Après, c'est vrai que voilà, il n'y a pas que le Shakhtar. C'est vrai que l'équipe ukrainienne sur la sélection, en tout cas, qui a été dévoilée, et on va dire qu'il y a un tiers pour le Shakhtar, un tiers pour le Dnipropetrovsk, qu'on parle pas beaucoup, et un tiers pour le Dynamo Kiev aussi qui revient. Certes, il y a pas que le Shakhtar qui mène, mais nous, ce que je voulais préciser, c'est par rapport à la dynamique du football ukrainien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, celui qu'on voit sur la scène européenne, c'est le Shakhtar Donetsk. Ouais, mais Shakhtar Donetsk, il n'y a pas d'Ukrainiens au Shakhtar, il y a que des Brésiliens. Regarde la liste, il n'y a pas de Brésiliens, mais ils travaillent avec eux, ils s'entraînent avec eux. Ouais. Quand on me dit à chaque fois, je dis Lucas Digne a fait un mauvais choix d'aller au Paris Saint-Germain, on me dit non, mais il bosse avec Zlatan, il bosse avec machin. Mais Lucas Digne. Moi, j'ai jamais dit ça, moi. Non, mais c'est ce que je te dis. J'ai pas dit Eddie Amari, il m'a dit ça. Non, mais tu le pensais. Je le pensais très fort. Mais tout ça pour dire que voilà, Lucas Digne, par exemple, on sait qu'il bosse avec des Maxwell, avec des Zlatan. En Ukraine, c'est pareil. Au Shakhtar, certes, il y a beaucoup de Brésiliens, mais il y a aussi des Ukrainiens qui sont sur le terrain. Et même cette équipe-là, elle est menée, on va dire, comment dire, l'image du football ukrainien aujourd'hui, c'est le Shakhtar, même s'il y a le Dynamo Kiev qui est encore là, bien sûr. Et si c'était pour dire, parce que j'ai pas parlé des 2 autres équipes lors du dernier débat, c'est vrai qu'il y a une partie aussi, c'est le Dnipropetrovsk qu'on connaît un peu moins. C'est vrai que nous on connaît un petit peu moins, mais voilà, c'est le Dynamo, mais surtout le Shakhtar qui est la vitrine. Donc forcément, ça suit cette dynamique du football ukrainien. Toujours aussi pessimiste, toujours aussi optimiste. Tout dépend de ce que vous aviez développé la dernière fois à l'antenne. Il peut s'en passer encore des choses en une semaine avec l'équipe de France. Il peut avoir un clash à l'entraînement. Vous savez. Donc non, moi j'attends vraiment l'Ukraine. Pour être honnête, je ne l'ai pas vu trop jouer. J'ai vu ses résultats en poule qui ont été loin d'être ridicules. Maintenant, j'attends. Je vais attendre le premier match et à la suite du premier match, je me donnerai une idée, un avis sur la qualification ou non des Bleus selon pour le match retour. Un autre message, un autre auditeur. Si vous n'avez pas écouté Initiative Le Talk, vous ne savez donc pas que le rappeur Caris a fait une dédicace à Eddie. Oui, à notre Didi national. Je vous laisse écouter. C'est tout de suite. Je suis un mauvais garçon comme Didi. Voilà, elle est belle, ça va me faire toute l'année, je pense. Mais tu sais qu'on me la sort souvent maintenant. Ouais. C'est énorme, j'écoutais ça toute la semaine et je me suis dit, voilà. Le monde est petit. Hein. Je bibi de Caris, voilà. Il suffit que je fasse une dédicace à Caris. C'est fou. Dans IDFM Sport, dans une de mes chroniques il y a 2 semaines, tout de suite il me reprend et il fait
une musique sur moi. On peut dire que Caris est un fidèle auditeur. Bien sûr. Donc merci à lui. Bien sûr. Et son banquier s'appelle. Voilà. On dira pas plus. Allez, il est 13h passé de quelques minutes. N'oubliez pas de tweeter sur le compte IDFM Sport et sur Facebook aussi sur le compte Initiative IDFM où vous pouvez d'ailleurs retrouver tous les podcasts d'émissions bien sûr chaque semaine. Tout de suite, le journal des sports de ce vendredi 8 novembre bien sûr. Les infos sportives en France et dans le monde entier, c'est tout de suite avec Grégory Drouillard. Et non, toujours pas avec Greg Drouillard, mais on part quand même avec le journal. Et à la une aujourd'hui du football et un mot d'équipe de France, les Bleus affronteront les 15 et 19 novembre prochains l'Ukraine dans une double confrontation en barrage de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Le sélectionneur Didier Deschamps a communiqué aujourd'hui sa liste des 23. Patrice Evra est bien dans cette liste, tout comme Dimitri Payet. À noter le retour de Rio Mavuba, sinon c'est du classique. Messieurs, ça y est, Didier Deschamps a-t-il des certitudes ? Oui, déjà il a constitué un groupe depuis longtemps, ça on le sait. Pas trop de surprises à part Dimitri Payet qui est vraiment pas terrible ces derniers temps, mais bon, on aurait mis qui à la place? Jérémy Ménez? Non, parce que Jérémy Ménez ne joue quasiment plus. Non, le groupe de Deschamps on le connaît, la tactique de Deschamps on la connaît, et on sait comment va jouer l'équipe de France. On peut même tirer tout de suite un 11 titulaire. Tu penses à quoi là pour le coup? Je pense qu'à 3, un milieu à 3 forcément. Moi je pense le milieu à 3 forcément. Ça va être le 4-3-3 classique avec ça va bétonner. Moi je le vois bien bétonner le père Deschamps avec Lloris dans les buts, Abidal Koscielny dans l'axe, à gauche Evra, à droite Sagna, pardon. Et puis dans le milieu à 3, vous aurez du Nasri, vous aurez du. Tu penses pas au milieu à 3 toi alors pour le coup? Ah non, 4-3, avec un Mavouba, un Pogba, un Cabaye. Mavouba aura pas sa place. Il y aura Mavouba, Matuidi et Cabaye, ou Nasri à la place de Cabaye, voilà. Moi je veux bien le milieu à 3 quand même. Je pense qu'il va bétonner. Je pense qu'il va bétonner. Mais beaucoup plus défensif, Matuidi, Pogba, Cabaye par exemple. C'est déjà très défensif. C'est déjà très défensif. Matuidi, Pogba, c'est très défensif et on l'a vu lors du dernier match des Bleus, c'était vraiment pas terrible. Je trouve pas que ça soit légitime de les mettre les deux ensemble. Mais c'est pas complémentaire. Alors qu'on l'a bien vu, l'équipe de France, le gros résultat, le gros match qu'ils ont sorti face à l'Australie, il y avait uniquement Matuidi ou Pogba, je ne sais plus, mais à côté de Cabaye. On avait vraiment un 6 et un 8 relayeur. On n'avait pas 2-6. Pogba, Matuidi, ce n'est pas complémentaire. Ce sont certes deux bons joueurs, mais ce sont deux joueurs qui restent avant tout à vocation défensive, et surtout comment on les fait jouer en équipe de France de manière très basse. Pogba à la Juve joue sur un côté, il joue très haut, mais en équipe de France on demande à Matuidi et à Pogba de jouer en 10 et rester en sentinelle devant la défense. Ce schéma de jeu là n'est pas bon et on s'est cassé les dents pendant des années, souvenez-vous avec Domenech, lorsqu'on faisait jouer Diarra et Toulalan. C'était exactement la même chose. Le seul changement qu'il peut y avoir, c'est peut-être Nasri dans l'axe et Valbuena à droite, je pense, peut-être. Ouais, voilà, mais après la base de et peut-être la charnière. Moi, je sais pas. Non. Alors, ça c'est sûr, ça changera pas. Abidal, Koscielny. Varane, Koscielny, c'est impossible pour toi. Non. D'accord. Non, Abidal jouera. Si Abidal est là, Abidal joue. De toute façon, ils ont recréé le groupe 2-3 entre Abidal, Evra et Ribéry. Le groupe de Nice Night, il a repris le pouvoir. Ils ont repris le pouvoir. On poursuit notre page football avec la 13e journée de Ligue 1 qui débute ce soir. Monaco 3e accueille Evian-Tonon-Gaillard 14e. Ce sera devant les caméras de beIN Sport. Suite de cette 13e journée demain avec à 17h un très savoureux PSG Nice. À 20h le multiplex. Je vous ai notamment sélectionné Guingamp-Lille ou encore Bastia-Rennes. Dimanche Bordeaux accueille Nantes. Le Sochaux d'Hervé Renard s'en va à Marseille. Saint-Etienne-Lyon, c'est le grand derby. Affiche Canal+ dès 21h. Linden, tu vas regarder? Toi qui es un peu dégoûté, un peu déçu par Lyon en ce moment. Bien sûr, je vais regarder. Voilà, mais tu sais pourquoi je vais regarder? Parce que l'abonnement est cher. C'est pour ça. Sinon, je ne regarderai pas. Enfin, bien sûr, du football toujours et les résultats contrastés pour nos clubs français en Coupe d'Europe. Avec la Ligue des Champions, le match nul du Paris Saint-Germain au Parc des Princes face à Anderlecht 1-1. La défaite de Marseille à São Paulo face à Naples 3-2. En Ligue Europa, Bordeaux a encore perdu face à Nicosie 2-1. Et Lyon avait décidé de se priver de ses habituels titulaires Harry et K. Et du coup, ils ont fait match nul 1-1. Se priver d'habituels titulaires, il y avait quand même une équipe qui était là pour gagner. Enfin, c'est-à-dire qu'on parlait beaucoup d'une équipe réserve pour Lyon. Il y avait quand même du Gourcuff, du Danick qui revenait, du Jimmy Briand. Donc
Donc c'est des joueurs qui sont quand même logiquement capables de battre Rijeka. Quand j'ai entendu, oui, logiquement, je suis pas sûr. Parce que c'est quand même. Non. En fait, sur le papier, c'est-à-dire que sur les le mecs papier. de CFA n'ont pas l'expérience que Non, les mecs de Rijeka ont. Les mecs de CFA, c'est les mêmes qui jouent avec la première aujourd'hui. Il manquait qui? Il manquait Clément Grenier. Il y a Gonalon qui est pas parce qu'il est blessé, mais Gonalon a un niveau très très faible. Donc j'en parle même pas. C'est pas ce qu'il y avait. Il y avait Arnaud Wemba qui est, même si pas très fort, mais quand même légèrement au-dessus de Gonalon sur le jeu. Donc pour moi, c'était la même chose. Moi, de vendredi en vendredi, c'est de pire en pire. C'est difficile. On regarde la Ligue Europa tous les jeudis soirs. Et tous les jeudis soirs, on se dit non, mais où va le foot français quand on. Moi, il y a Platini, il y a pas longtemps, il a sorti une déclaration de Platini plus tôt qui est sortie il y a pas longtemps. Platini disait on continue comme ça, les clubs français ne se retrouveront plus en Coupe d'Europe et ils n'ont plus à pleurer par exemple que la 3e place en France n'est plus qualificative pour un seul tour pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Ça va être comme en mettant des équipes B à chaque fois en Ligue Europa, on a les résultats qu'on mérite et les clubs français auront la Coupe d'Europe qu'ils méritent. Si c'est pour chaque année se battre pour être en Coupe d'Europe et après à rien y faire, on met des équipes B, c'est un scandale. Bien sûr. Pourquoi jouer le championnat? Moi j'en reviens. Pourquoi dire oui, j'accède à la Coupe d'Europe si c'est pour tous les jeudis soirs ne rien faire? Pour la prime de fin d'année. Pour la prime de fin d'année, mais un jour. Moi en fait, la chose, et je voulais qu'on fasse un débat là-dessus à la base, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, au rugby, une équipe qui ne joue pas, qui a une volonté de ne pas jouer dans une Coupe d'Europe, elle est sanctionnée. La sanction peut être d'1 an d'inéligibilité à la Coupe d'Europe, ça peut aller jusqu'à 3 ans. Bourgoin avait pris 2 ans, je crois, il y a quelques années. Voilà, peut-être qu'il faut en arriver là. Peut-être. Le fait justement, je crois, le nombre de titulaires habituels et par exemple, si ton équipe, tu prends 60 ou 70 points et que c'est des arbitres après vidéo au sein des fédérations internationales qui jugent si voilà, ils ont lâché le match ou s'ils n'ont pas lâché le match. C'est vrai que c'est très compliqué à juger, c'est vrai que c'est difficile à juger aussi, c'est vrai. Mais ils l'ont fait, ils l'ont déjà fait. Être bien. Voilà. Ils l'ont déjà fait. Et c'est grâce à ce genre de système qu'on a vu que Karabatic avait parié. Eh oui, exactement. Linden. On va Karabatic, tu le lâches pas. Mais non, tous les soirs, il se couche, il dit Karabatic, je vais là-bas. Je ne le lâcherai jamais. On finit avec du football, les amis, et le tirage des 8e de la Coupe de la Ligue. Une belle affiche, PSG Saint-Etienne les 17 et 18 décembre. Ça, c'est pour la Coupe de la Ligue. PSG Saint-Etienne, ce sera le 17. Les amis, est-ce que ça veut dire que le Paris Saint-Germain ne va pas passer les 8e de finale de la Coupe de la Ligue? Non, parce que là, c'est au Parc. Et l'année dernière, c'était. Puis à noter, je sais pas si tu as en parler, mais Zouma qui a pris 10 matchs. Ouais, tout à fait. Double fracture du tibia péroné pour l'attaquant de Sochaux qui a été blessé. Gerber, tout à fait. Donc Zouma qui sera absolument incroyable. Donc Zouma jouera déjà pas le PSG, donc c'est déjà une carte en plus. Pour Paris. Un mot de tennis et les Masters de Londres dans le groupe B. Richard Gasquet qui avait déjà perdu face à Del Potro d'entrée s'est incliné en 2-7, 6-4, 6-3 face à Roger Federer. Le Biterrois, seul représentant français, est d'ores et déjà éliminé. Il jouera son dernier match face à Novak Djokovic. Une information également en tennis, Rafael Nadal est assuré d'être numéro 1 mondial jusqu'à la fin de saison. Grâce à sa victoire face à Wawrinka à Londres, l'Espagnol a même déjà décroché sa place en demi-finale. Un retour incroyable pour celui qui avait déjà fini la saison numéro 1 en 2008 et 2010. Par contre, là, on ne dit pas que j'avais dit pour Gasquet. C'est vrai, si, je voulais te lancer là-dessus, c'est vrai. Ouais, ça, on ne dit pas. Par contre, il n'y a aucun auditeur qui envoie un mail pour dire bravo. La semaine prochaine, là, je trouve que les auditeurs ont eu un peu de retard parce que tu vois, c'était il y a 2 semaines. Tu vois, donc là, ils mangent les podcasts un petit peu. Ils ont mangé la feuille, les auditeurs. Mais on vous aime et on vous remercie de nous écouter chaque semaine, bien entendu. Il faut le rappeler, le Masters 1000 de Paris-Bercy, la semaine dernière, s'est clôturé avec la victoire de Novak Djokovic. En finale, le Serbe a dominé David Ferrer en 2-7, 7-5, 7-5. Du basket et l'Euroleague. Une semaine après l'exploit de Nanterre à Barcelone, le Real Madrid se déplaçait au Rhenus de Strasbourg pour la 4e journée. Malheureusement, les Strasbourgeois ont perdu 85-66. Les exploits, c'est que du côté de Nanterre et on va en parler tout à l'heure, bien sûr, en débat. Un mot de NBA également avec un Tony Parker décisif face aux Phoenix Suns. Le meneur des Spurs a notamment permis à son équipe de l'emporter en fin de match 99-96. Toujours en NBA, tout le monde se demande qui arrêtera les Pacers. La franchise d'Indiana a remporté dans la nuit de jeudi leur 5e victoire de la saison contre les Chicago Bulls, 97-80. On passe au handball et un mot des féminines. Les filles de l'équipe de France vont entamer une préparation en vue du mondial 2014 en Serbie. Maria Massignate, Amélie Goudzo ou Makan Tunkara ont été rappelées. Une nouvelle également, Fleuricum Bassissé. Chez les hommes en D1, Montpellier a battu Ivry mercredi 35-31 alors que Tremblay en France a gagné à domicile contre Aix 25-24. Le PSG en déplacement à Dijon a gagné, c'était hier soir, 30-28. Tu l'as vu le match, Valentin, ou pas ? J'ai pas pu le regarder, mais apparemment c'était encore comme depuis le début de la saison, c'est un peu difficile brouillon pour le PSG. Une date également à retenir, la Tissera, mon cher Valentin, c'est le 7 décembre. Le premier Hand Star Game sera organisé à Bercy. 28 joueurs ont été sélectionnés. Le principe, les meilleurs joueurs de D1 étrangers contre les meilleurs joueurs de D1 français. Parmi la sélection française, on retrouvera notamment 8 champions olympiques.
Un bon événement où aller, ça va être très sympa, le 7 décembre bien sûr. Dans le reste de l'actualité sportive en France, autour du monde, des nouvelles de Lance Armstrong. Suspendu à vie et privé de 7 victoires au Tour de France, l'Américain regrette dans une interview donnée à un magazine de vélo américain qu'on ne lui ait pas proposé de réduction de peine en échange de son témoignage pour lutter contre le dopage. Pour rappel, le rapport de l'USADA le mettant en cause à la tête de la plus grande organisation de dopage de l'histoire du sport et du cyclisme était sorti il y a un an, jour pour jour. Une dernière info, le trophée Jacques Vabre, c'est parti, c'est de la voile, c'est parti hier justement, ça avait été un petit peu retardé. Les grands favoris, il faut le dire, les amis de Valentin aujourd'hui, Michel Desjoyaux et François Gabard. Je vais prendre cher Voilà. on On t'aime bien sûr, c'est justement parce qu'on t'aime qu'on fait ça. François Gabard et Michel Desjoyaux sont les grands favoris bien sûr de cette épreuve, et il faut noter que Tanguy Delamotte et son bateau Initiative Cœur a embarqué un comique, je sais pas si vous avez entendu ça, c'est François Damiens qui part 20 jours, j'ai vu ça, avec Tanguy Delamotte. C'est excellent. C'est énorme ça, c'est énorme. C'est Il a excellent. pris au mot. Voilà, j'ai trouvé ça super. On finit bien sûr ce journal avec l'habituelle suggestion de film. Et aujourd'hui, je suis allé chercher un petit peu un film de cinéma parce qu'on a beaucoup mis en valeur, on a beaucoup parlé d'Intérieur Sport depuis le début de cette saison. Et c'est vrai que, bon, voilà, Intérieur Sport, on va arrêter de les citer, ça va faire beaucoup de pub. Moi, je vous ai choisi aujourd'hui The Fighter de David Russell avec Mark Wahlberg et Christian Bale. Je sais pas si vous l'avez vu. Non, je l'ai pas vu. L'histoire de Mickey Ward, jeune boxeur dont la carrière stagne, et son demi-frère Dickie Eklund qui a connu gloire sur le ring avant de sombrer dans le crack et la prison. On n'y parle pas que de boxe, mais c'est tout de même le fil rouge du film avec de superbes scènes de combat et surtout une histoire vraie, absolument magnifique. C'est une histoire vraie, ça que je voulais préciser. Le plus beau film sur la boxe reste Raging Bull quand même. Ah, celui-ci lui arrive non, tu peux pas, bah, tu l'as pas Manu, vu, tu l'as pas Il y a vu. du Tu l'as De pas Niro vu, à la grande Eddie. époque. Ok, je demande Eddie, à voir. Ça mérite un carton jaune tout simplement. Voilà. La semaine prochaine, tu fais une chronique. Mais par contre, j'ai vu. Mais Raging Bull est très bien, monsieur. J'ai vu le reportage sur Lance Armstrong dont alors, Greg est excellent. T'as vu, c'est complément fou, hein. d'enquête, C'est complètement fou. c'est excellent. Ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos quand, avec l'anecdote du tableau qui est retiré, ils prennent un cintre pour faire une transfusion. Les caméras dans les télés, ils avaient peur qu'il y ait des caméras dans les télés. Ouais. Donc ils prenaient les couvertures, ils recouvraient les télés, les radios réveils. Ça fait peur. Les fenêtres, ouais. Ça fait vraiment peur. Et ça fait bien. Tu fais bien de le préciser parce qu'on a eu des nouvelles, comme on l'a dit dans le journal, de l'ami Lance Armstrong. Alors la suggestion du jour, je vous le répète, The Fighter de David Russell. C'est avec Mark Wahlberg et Christian Bale. Ils sont tous les deux excellents. Deux frères opposés qui s'associent pour la plus belle des quêtes dans l'univers des Poor Suburbs des États-Unis, et le film a reçu la bagatelle de 6 Oscars en 2011. Voilà pour les news du jour. Et bien tout de suite, je vous propose que l'on passe tout simplement à la chronique de notre cher Eddie Amari. On va parler un petit peu de Bundesliga, tiens, pour changer. Bundesliga. On va parler surtout d'un garçon en plus qui marche très fort, Stefan Kiesling. Qui marche très fort. Qui marchait très fort, tout à fait, avant qu'il lui arrive un petit souci. On vient tout de suite, bien sûr, avec la chronique, excusez-moi, de monsieur Eddie Amari. Énervé, triste, euphorique, ému, place à l'humeur d'Eddie Amari. Alors Eddie, c'est à toi, bien sûr, sur Stefan Kiesling, excuse-moi. Petite chronique, petit coup de cœur cette semaine, parce que je souhaitais vraiment revenir sur Stefan Kiesling, comme je disais tout à l'heure dans l'intro de l'émission. Stefan Kiesling, qui a été l'auteur il y a 2 semaines d'un but fantôme. Un but fantôme, c'est-à-dire que le ballon à la base ne rentrait pas et il y avait un trou dans le filet. Donc le ballon est entré, mais on voit... Par le petit filet. Voilà, par le petit filet. Mais on voit à l'image Stefan Kiesling faire une tête. Stefan Kiesling voit le ballon qui ne rentre pas dans les buts. Donc il se plaint, il a la tête sur les mains sur son visage, et après il y a le but. Et donc le but a été accordé, et Stefan Kiesling n'a pas avoué sur le terrain que le ballon était dehors, un petit peu à l'image de Thierry Henry qui avait contrôlé, souvenez-vous, le ballon de la main avant de le remettre à William Gallas. Et Stefan Kiesling, donc, qui pendant ce match-là n'est pas parti se dénoncer auprès de l'arbitre. Leverkusen a battu d'ailleurs Offenheim. Et maintenant, 2 semaines après l'événement, Stefan Kiesling dit regretter son geste. Stefan Kiesling, et surtout ce que j'ai aimé, c'est qu'il dit vivre un cauchemar, et qu'il possède vraiment de gros remords, qu'il a du mal à dormir. Et c'est ce que j'aimais vraiment, parce que quand on parle du foot généralement, et des sportifs, des footballeurs, on met pas l'aspect mental des joueurs, on parle d'eux comme si c'était des animaux, à savoir oui bah juste il tape dans un ballon, il court vite et c'est terminé. Non, l'aspect psychologique d'un joueur de football
est énorme. Et quand on voit chaque fois, quand par exemple un joueur comme Yoann Gourcuff qui n'arrive pas à accéder au niveau au-dessus, par exemple d'un grand club comme le Milan AC ou comme Lyon, parce que tout simplement psychologiquement il n'y arrive pas. Et le football, c'est ça se joue avant tout avec la tête. Si on n'a pas le mental, l'esprit, la psychologie d'un champion, on n'y arrive pas. Si on n'est pas bien dans sa tête parce qu'on a des problèmes extrasportifs, un divorce avec sa femme, on risque de perdre la moitié de sa fortune, la garde de ses enfants, tout de suite ça se ressent sur les compétences sportives. Et voilà, c'était un petit coup de cœur que je souhaitais mettre en avant pour vraiment souligner l'aspect psychologique dans le sport. Et tu as bien eu raison en tout cas de le mettre en valeur. Je te remercie Eddy pour ce très beau papier. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on a eu un attaquant notamment chez nous qui a mis je sais plus combien de matchs et je ne sais plus combien de minutes à marquer un but sous le maillot de l'équipe de France. Je veux bien sûr parler de Karim Benzema, mais c'est vrai que la psychologie chez un attaquant est quelque chose très important, de fou. Ouais. Et c'est quelque chose, bon, à mon humble niveau, j'ai vu ça en tout cas en national l'année dernière, c'est des préparations psychologiques qui n'ont rien à voir avec les autres types de joueurs. Il y a peut-être le gardien qui fait aussi du spécifique sur la psychologie, mais c'est vraiment quelque chose de fou. Vous l'avez vu ce but de Stéphane Kissling? Impossible de savoir, impossible pour l'arbitre et même pour lui de savoir si c'est rentré. Non mais lui il l'a vu, il le sait. Mais moi ce qui m'impressionne que quand il a vu, c'est là quand même que tu vois le flair du buteur, parce qu'en fait il y a que lui qui a vu, mais vraiment il y a que lui qui a vu qui était à côté. C'est-à-dire qu'il sait vraiment, enfin c'est comme les gros buteurs, les Paul et Tao, ils savent vraiment où ils mettent le ballon. Et moi ça m'a impressionné parce que personne d'autre l'a vu, même l'équipe adverse s'est dit bon bah elle est rentrée. Mais c'est ça qui est marrant, Manu, dans ce que tu disais, le travail spécifique, parce que le gardien de but et l'attaquant sont vraiment les deux joueurs décisifs dans le sport. C'est pour ça qu'un attaquant vaut si cher, parce qu'il rapporte beaucoup de points. Un attaquant, les grands buteurs, ils peuvent mettre 3 buts dans un match. S'ils avaient l'occasion de mettre le 4e et ils l'ont pas mis, croyez-moi que toute la nuit ça tourne dans leur tête. Exactement. Toute la nuit ça tourne dans leur tête. C'est ça, un grand buteur, c'est un grand attaquant. Et c'est pour ça que l'aspect psychologique dans le sport, et surtout dans le sport de haut niveau, quand je parle de haut niveau, je ne parle pas du championnat de Ligue 1 à la base ou des petits clubs Serie A italienne. Non, de très haut niveau. Moi je parle de race de champions, que ce soit Cristiano Ronaldo, Messi, Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Usain Bolt en athlétisme. Vraiment, quand on a cette rage de vaincre et cet esprit de compétiteur, on cherche à chaque fois la performance, et quand on ne l'a pas, on la vit très mal en dehors de son sport. Exactement, et vous verrez d'ailleurs dans le foot que les plus grands compétiteurs sont souvent les attaquants. Et une petite anecdote sur le club de Créteil qui est actuellement en Ligue 2. À Créteil l'année dernière, si l'attaquant ne marquait pas, il payait les pizzas le mardi soir, la pizza poulet tous les mardis soirs aux autres de l'équipe. Et je peux te dire que c'est quelque chose qui a marqué le mec, parce qu'il s'est senti soutenu derrière par tous ses coéquipiers. Il y avait un petit peu de chambre, etc. pour le pousser, et le type a fait une saison à plus de 10 buts et c'était vraiment incroyable. Faneva Andreatima, le garçon en question. En tout cas, très belle chronique, et c'est toujours important, je trouve, de parler du psycho de nos amis sportifs. Et il y aurait beaucoup à dire d'ailleurs sur un sport, c'est le tennis de table, mon cher Eddy, que j'ai commenté lundi. Il n'y avait pas d'Oasis, T'as commandé qui, Rolf Balotelli? Non, non, du tennis de table, j'ai commenté ça. Et je peux te dire, la psychologie est tellement dingue que les types ont tellement de pression qu'ils sont obligés de fumer des clopes avant de rentrer dans la salle pour justement trouver des ressources de concentration en eux. C'est incroyable, absolument incroyable. Un Chinois, Yao Ning, qui a fumé un paquet de clopes devant moi, je te jure, pendant 4 heures. C'était vraiment exceptionnel. Le psycho, on en parle, on en reparlera bien sûr dans cette émission, la plus francilienne des radios, la plus francilienne et la plus sportive surtout des émissions, IDFM Sport 98 FM. Et on passe tout de suite au premier débat, si vous le voulez bien. Le premier débat, qu'est-ce qu'on fait? Oui, premier débat. Non, tiens, je voulais vous faire écouter quelque chose. Non, on l'écoutera pas, on va partir tout de suite sur le premier débat. C'est l'heure du premier débat. Vous écoutez IDFM Sport sur 98 FM. France-Nouvelle-Zélande, c'est samedi 21h au Stade de France, premier test match de la tournée d'automne. Depuis 2002 et le match nul 20-20, les Bleus n'ont plus gagné contre les All Blacks au Stade de France. Et pourtant, le rapport victoire-défaite est archi favorable au 15 de France au Vélodrome. Et puis, bien sûr, faut pas oublier qu'on a bousculé les Blacks chez eux lors de la Coupe du Monde 2011. Pourquoi n'arrive-t-on pas à les battre au Stade de France? Faut-il délocaliser ces matchs? C'est la question que j'ai décidé de vous poser aujourd'hui. Et on va commencer avec l'ami Linden Lutello. C'est parti. Linden, ton avis? Alors, est-ce qu'il faut délocaliser? Est-ce que... Rien à voir avec la délocalisation. Après, on va dire que c'est toujours un concours de circonstances, mais on va dire que la Nouvelle-Zélande prépare très très bien ses matchs contre l'équipe de France, surtout quand ils viennent en France. C'est-à-dire que quand ce soit du test match ou des matchs de Coupe du Monde, on sait qu'ils la préparent beaucoup mieux que
lorsqu'ils vont affronter une autre équipe de type européenne. C'est vrai qu'après, quand ils affrontent l'Afrique du Sud, l'Australie, c'est encore différent. Mais quand ils affrontent une équipe de l'hémisphère nord, la Nouvelle-Zélande craint vraiment la France, parce que c'est toujours la France qui, on le sait par le passé, a pu créer quelques belles surprises, comme par exemple en 99, si je ne me trompe pas. Exactement. Coupe du monde 99 à Wembley. Voilà, par exemple. Donc ils savent bien que quand ils viennent à Twickenham, excuse-moi. À Twickenham, exactement, oui. Mais ils savent bien, voilà, quand ils viennent en France, c'est toujours un match qu'il faut jouer sérieusement. Et d'ailleurs, alors, il y avait une stat que j'ai écoutée chez nos confrères qui disait que cette équipe de Nouvelle-Zélande, en cumulé avec tout l'effectif qui était présent, c'était 853 sélections. Ouais, c'est-à-dire tout ça pour te dire qu'ils viennent pas avec les coiffeurs et tout. Non, c'est la grosse équipe. Voilà, c'est la grosse équipe. Et puis, sur la dynamique sur laquelle ils sont, c'est-à-dire qu'ils ont fait 11 victoires cette année. Et ils n'ont pas perdu depuis qu'ils avaient perdu contre l'Angleterre, je crois. Ils ont perdu contre l'Angleterre, c'était il y a un an. Ouais, tout à fait, il y a un an. Je dis pas de bêtises. Et à partir de là, voilà, surtout la France, un adversaire particulier. Et forcément, quand tu as une équipe de ce niveau-là, avec des joueurs d'un si bon niveau, excuse-moi, tu te dis, par exemple, t'as Carter. Aujourd'hui, qui fait partie du top du gratin mondial aujourd'hui. C'est top numéro 10 mondial aujourd'hui. Forcément, c'est très difficile pour cette équipe de France qui, sur le papier, est en dessous, de pouvoir espérer un résultat face aux Blacks. Moi, je me rappelle, j'ai un petit souvenir et je lance tout de suite Eddie là-dessus. Moi, je me rappelle d'un match, je crois que c'était en 2000, juste après la Coupe du Monde 2009, où on avait c'était un test match comme ça, au mois d'automne. C'est un des plus beaux matchs de l'équipe de France contre la Nouvelle-Zélande. On avait gagné, c'était au Vélodrome. Et on avait senti que justement le Vélodrome avait complètement électrisé cette équipe de France. On en revient toujours au psycho. Le rugby, sur un pack, ça joue énormément dans le duel, dans le contact physique. Ça donne envie aux joueurs de se sacrifier. Est-ce que le Stade de France est trop mou un petit peu à la façon du football? Le Stade de France, oui, est mou. Mais moi, vraiment, on peut comparer le syndrome France-Nouvelle-Zélande au syndrome France-Brésil dans le football. Ce sont toujours des matchs particuliers. Les Brésiliens craignent les Français en foot. Comme les Néo-Zélandais. Les Néo-Zélandais craignent les Français en football, oui aussi. Non, plus en rugby. Mais en rugby. Mais surtout, ce syndrome-là apparaît dans les Coupes du Monde. Je pense que là, en match amical, il n'y a aucune chance pour l'équipe de France. Mais vraiment. On écoute, si vous le voulez bien, Philippe Saint-André, justement, sur les chances de l'équipe de France et sur la manière avec laquelle il va falloir jouer pour essayer de gagner. Ils ont leur équipe type, à part Savea, le 3 Carrel qui est blessé. Ils ont l'équipe la plus compétitive possible. Et donc, c'est un challenge qui est encore plus beau pour nous, parce qu'on ne va pas jouer une équipe All Black au rabais, mais qu'on va jouer une grande équipe, même s'ils ne joueront pas en noir, ils joueront en blanc. Ce que j'ai envie, c'est que nos joueurs jouent avec aucun frein à main, qui se libèrent, qui jouent devant leur public, devant une belle équipe, et de ne pas rentrer en essayant de faire les sparring partners, mais de rentrer pour faire un vrai combat et pour tout faire pour gagner ce match. Les amis, Philippe Saint-André, on l'a entendu sur la manière de jouer, on le rejoint bien sûr, on n'a pas grand-chose à redire, si ce n'est que lui, attention, cette année va être déterminante pour lui quand même, il faut bien le préciser. Philippe Saint-André qui joue son va-tout cette année après un tournoi de destination l'année dernière très compliqué. Il faut montrer quelque chose très clairement ce week-end. Oui, excuse-moi Manu, je te coupais déjà avant que tu finisses ta question. C'est pas grave. En fait, oui, parce que le tournoi de destination a été très compliqué pour lui, parce qu'il partait avec l'étiquette de favori. On se rappelait, même nous dans les débats, la jeunesse, l'équipe de France, on était très optimistes. Et boum, à la fin, voilà, on finit dernier justement de tournoi de destination. Mais je voulais revenir sur cette interview de Saint-André. En fait, ça m'a rappelé, d'un coup, j'ai un titre, ça m'a rappelé les sketchs des Guignols, tu sais. Quand il parlait de... non, mais je vais te dire pourquoi. Parce que tu sais, à l'époque, on avait donc Laporte et Fabien Pelouse là-dessus, qui chaque jour était totalement déchiqueté. Voilà, il avait qui avait la peur au ventre. Et là, c'est pareil. Aujourd'hui, entre la pression, c'est un test match qu'on rappelle là-dessus, avec une équipe qui a besoin de regagner en confiance. On leur met déjà énormément de pression. Là, il est en train de leur dire, j'espère qu'ils vont jouer leur jeu, j'espère qu'ils vont sortir leur rugby. On dirait qu'on parle à des amateurs, c'est pas des pros, alors que des gens qui sont en top 14, j'allais dire top 16, je fais l'ancien du... tu vois, alors c'est des gens qui sont en top 14, qui n'est pas, le championnat du Liechtenstein, c'est un des meilleurs championnats du monde aujourd'hui. Et ces gens-là ont une trouille énorme, comme le Fabien Pelouse dans les Guignols à l'époque, qui avait plus qu'un truc trop chose, qu'il disait qu'il avait déjà prévenu son assurance, qu'il avait déjà prévenu, etc. Il y a peut-être une explication, c'est John Alomou qui le disait sur le plateau de Stade 2 le week-end dernier. John Alomou disait les Français, quand ils jouent bien, ils sont imbattables. C'est le paradoxe français en définitive. Le French Flair notamment, ça englobe justement cette analyse. C'est un peu le paradoxe du rugby français qui peut être imbattable. Mais c'est le paradoxe du sport français. Et du sport français, tout à fait. C'est exactement ça, du sport français. On est capable du meilleur comme du pire.
Bien sûr. Une dernière réaction, les amis, que je voulais vous faire écouter. C'est un message très sympa. Est-ce que vous avez entendu le message de soutien de Michalak à Patrick Sévra? Non. Ah bah c'était vraiment remarquable j'ai en tout pas cas entendu. de sa part. Là, c'est Johan Huget qui. Mais c'était quoi? C'était de la il se Non, moquait de lui, c'était ou- non, c'était dire que justement il était tout cœur avec lui, que D'accord. parfois les critiques étaient difficiles, que Ok. lui-même l'avait vécu et que voilà, il avait ouvert sa gueule et que des fois ça fait du bien d'ouvrir sa gueule. Voilà, bon, des choses à la Michalak quoi, façon rugby D'accord. quoi, façon Michalak, sud-ouest. il a fait une grève pour pas s'entraîner Non, en c'est Afrique vrai. du Sud. Non, il l'a pas Ok, fait. d'accord. Pas encore peut-être. Johan Huget, on l'écoute. Tiens, il nous parlait cette semaine du côté de Marcoussis, il nous parlait justement de l'équipe de France de foot et du soutien des joueurs de rugby pour les footeux. On suit les rencontres de foot. Voilà, c'est l'équipe de France. On a envie de les voir à Rio. On a envie de les supporter. Et ils nous ont montré de belles choses durant les matchs précédents. On a envie de les voir évoluer eux aussi au plus haut niveau avec les joueurs qui comportent cette équipe. C'est une Coupe du Monde au Brésil. Voilà, si on peut se déplacer au Brésil pour les supporter, c'est ça. Fin du débat, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter, mes amis. Je pense qu'on a fait le tour de la planète rugby. Alors du coup, on va revenir un petit peu en Ile-de-France. On est dans la voiture, on avance. Là, on voit les premiers panneaux, les premiers péages. On paye cher. On est arrivé en Ile-de-France. Et c'est tout de suite, bien sûr, le journal de monsieur Valentin Paris, avec des bonnes nouvelles, j'espère. Les informations sportives dans votre région, c'est tout de suite sur IDFM Sport 98 FM. Oh. Et à la une, bien sûr, de ce journal des sports en Ile-de-France, on a dit tout à l'heure beaucoup de football et on va commencer avec du football et de la Ligue de Valentin. Ouais, beaucoup de football parce que c'est vrai que l'actualité n'est pas débordante dans le sport en Ile-de-France, mais en Ligue 2, après la claque reçue à Laval, le 19e du championnat 5-1, l'US Créteil reçoit ce soir à Tours à Duvauchel. Ils sont combienième, tu m'as dit, l'US Créteil 11e. Ah oui, d'accord. Ça va, ça reste, c'est bien. Ça reste correct. Jean-Luc Vasseur devra opérer sans Cheikh Ndoye suspendu et Ibrahima Seck blessé. S'ajoute d'ailleurs à cette liste le forfait de dernière minute de Di Bartolomeo. Oula, 3 tours de contrôle en moins, ça va être compliqué Ça pour va être Créteil. très compliqué. C'est 3 joueurs majeurs du club. En national, alors messieurs, dis-nous tout. Mardi, on a eu un magnifique PSG Anderlecht, pire que PSG Anderlecht, oui ça existe. Red Star Bourg-Péronas. J'y étais. Un match sans intensité, sans envie, outre le but refusé de Kevin Lefebvre pour un hors-jeu. Ce match se termine sur un triste 0-0. Ce soir, contre le Poiré-sur-Vie, lanterne rouge du championnat, le Red Star sera dans l'obligation de s'imposer contre la moins bonne attaque et moins bonne défense du championnat. Les hommes de Sébastien Robert n'ont plus le choix parce qu'ils sont avant-derniers du championnat, avec seulement 8 petits points. Tu as une bonne nouvelle du côté du Red Star. Une bonne nouvelle, je sais pas, mais il y a eu une arrivée. Il y a eu une arrivée. Il y a eu une arrivée. Oui, alors attends, parce que moi aussi, il faut que je la retrouve. Il y a eu une arrivée. Tu m'as mis une colle, non, merci parce qu'en plus, Manu. en plus, on me l'a dit. Non, c'est vrai. C'est l'entraîneur, voilà, Sébastien Robert pour les nouvelles, a été donc confirmé. Ouais. Voilà. D'accord. Et on a nommé tout simplement Samuel Michel, nouvel entraîneur adjoint. Samuel Michel, c'est une des grandes vedettes du Red Star, ancien attaquant, et sans doute qui va leur faire un petit peu de bien. Excuse-moi, Valentin, je te laisse continuer. Pas de problème, Manu. De l'autre côté de la capitale, le Paris FC se déplace ce soir à Amiens dans le stade de la Licorne après sa belle victoire face à Luznac la semaine dernière. 2-1 grâce à des buts de Laifa et de Fofana. Les Parisiens peuvent revenir titiller un petit peu le podium en cas de défaite de Fréjus. Le Paris FC est bel et bien la surprise de ce début de saison. En CFA, l'Entente Sannois-Saint-Gratien continue sa belle série d'invincibilité. Samedi dernier. Pourtant mené 2-0 après 30 minutes de jeu, les Valdoisiens ont arraché le match nul 2 buts partout face à Lens dans les toutes dernières secondes grâce à Koné sur penalty. Ils ont ainsi encore prouvé leur grande force mentale cette saison. Donc ils sont classés 4e et à 2 points. C'est très serré dans ce groupe. Ouais, c'est assez Et surtout impressionnant. ce genre de match et ce genre de scénario sous d'un groupe. Exactement. Ce week-end, il se déplace à Chambly, qui est toujours à la recherche de sa deuxième victoire à domicile. Grosse équipe à Chambly également. Voilà. Et vous pouvez suivre les Valdoisiens à Chambly, car il n'y a que 20 km. Oui, c'est juste à côté, les amis. Donc aucune excuse. Possibilité d'aller voir. C'est la Picardie quand même. Voilà. Il y a une sorte de frontière virtuelle jusqu'à la Picardie. Ouais, il y a des choses à voir, il y a des choses à voir. Il y a les Picardes. Alors, quelques rappels de rendez-vous pour ce week-end. Pas de rugby avec le Stade de Montois parce qu'ils sont en congé, on pourrait dire ça comme ça. Enfin, ils sont en congé depuis le début de la saison. Quelles sont les nouvelles en interne dans le groupe, monsieur Ediamari?
Comment se passent les congés du côté de Daumont? Non, grosse préparation du côté de Daumont pour essayer un petit peu de se remettre en forme et de, comment dire, de rattraper les points, de rattraper les points perdus à ce début de saison. Ne surtout pas baisser les bras. Ne pas baisser les bras, voilà. Non, ça s'entraîne très dur. Donc en handball masculin, Saint-Olomone reçoit Gonfreville et Saint-Gratien se déplacent à Belfort en N1. Et en hockey sur glace, j'en parlais la semaine dernière, Cergy-Pontoise reçoit Strasbourg en D2 masculine à la patinoire de la préfecture de Cergy. Ça sera tout pour cette semaine, Manu. Et à noter également Cergy-Pontoise en tennis de table. Je peux vous dire, je suis calé niveau tennis de table depuis cette semaine. C'est Cergy-Pontoise qui fait un très 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 beau parcours, et notamment en Ligue des Champions où il pourrait très bien se qualifier très rapidement pour les 8e ou quarts de finale. Je ne m'en rappelle plus. Merci Valentin pour ce joli journal. Quand est-ce qu'on te retrouve sur le National? Dans 2 semaines? On me retrouve dans 2 semaines. Pour un meilleur match. Avec moins de pluie, je crois. Red Star Dunkerque, c'était Avec moins de pluie. ignoble. Chut, dis pas ça, arrête. Merci en tout cas pour ce journal. Je vous propose que l'on passe à quoi? Allez, un petit débat. On va parler de Nanterre, si vous le voulez bien. Nanterre, tout simplement. Allez, je vais vous laisser choisir. J'ai plusieurs choix, les amis. Soit on parle de François Gabard et de Michel Desjoyaux, soit on parle de Didier Deschamps qui a sélectionné Evra, ou soit on termine avec, comme je vous le disais, le fabuleux parcours de Nanterre. Allez, choisissez, on fait un petit vote. T'as mis le t-shirt vert de Nanterre. Ah oui, c'est vrai, putain, salaud. Mais moi j'ai la marinière de Desjoyaux. Et la marinière de Desjoyaux, et Linden, Los Angeles. Attends, on va trouver un truc. Et Patrice Evra adore Los Angeles. Los Angeles, c'est proche du Brésil. J'ai envie de partir sur Patrice Evra. On n'a pas beaucoup parlé. Parlons de Patrice Evra parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Nanterre, on en fera un focus la semaine prochaine, promis, parce qu'en plus il joue la Ligue des Champions. On écoute Didier Deschamps qui raconte la dèche, voilà pourquoi il a pris notre ami Patrice Evra dans l'équipe. Et je vais vous poser une petite question qui va bien vous plaire après. Patrice Evra était sélectionnable. J'ai pris la décision de le sélectionner. Il fait partie de cette liste de 24 joueurs qui ont un objectif sportif bien clair. Après, libre à chacun d'entre vous d'exprimer, de parler, d'écrire. En interne, on restera uniquement focalisé sur notre objectif. Moi, je suis dépité. Libre à nous de commenter. Alors, on va commenter. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, je vais essayer de prendre un peu tout le microcosme justement du sport à contre-pied. Est-ce que vraiment on pouvait ne pas sélectionner Patrice Evra juste pour ce qu'il a dit? Pour moi, il a rien dit, très clairement. Non, déjà, il y avait peut-être il a rien. Pour toi, il a rien dit, mais c'est un coup de gueule, comme ils sont pleins à le faire. Ok, c'est un coup de gueule. Nous, on est toujours là. Nous, on est toujours là à dire oui. Les footeux, les sportifs en général, ne s'expriment pas beaucoup et restent vraiment dans leur discours très formaté. Mais le problème, la Manu, c'est qu'il y avait une charte. Oui. Si tu prends la charte, je suis d'accord. Il y avait une charte, ne pas déraper dans les médias, et tous ces joueurs-là l'ont signé et sont en accord avec cette charte-là. Patrice Evra n'a pas respecté la charte. Patrice Evra doit être puni. Mais alors là, on remet en cause carrément cette charte. Est-ce que cette charte de bonne conduite, même s'il y a en effet un passé très lourd... Mais Manu, tu peux remettre en cause la charte ou non, mais la charte, elle est là. Oui, la charte existe, mais ce que je veux dire, c'est qu'après... Tu sais, c'est comme si tu roules là, par exemple, dans les rues d'Angers à 70 km/h. C'est limité à 50, bien sûr. Je suis d'accord avec toi. Mais quelque part, voilà, on reproche tout le temps aux joueurs de foot de ne rien dire, de dire l'important c'est les 3 points. Moi, ça m'a pas plu cette interview. Je vais te dire, ce qui m'a pas plu, c'est même pas Tournevis ou je sais pas quoi. C'est plus le côté Alain Delon du football, comme dit très bien nos confrères sur RMC. Mais grosso modo, sur ce qu'il a dit sur des consultants, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? Je sais pas. Moi, personnellement, ce qu'il a dit sur Big Sente Lizarazu me choque. Parce que Big Sente Lizarazu, par rapport à ce qu'il a fait en équipe de France, c'est-à-dire champion du monde, champion d'Europe, champion du monde, champion d'Europe, ce qu'il a fait au Bayern, le nombre de fois qu'il a été élu meilleur latéral gauche d'Europe, du monde, Luis Fernandez, son penalty lors de la Coupe du Monde 86 au Mexique. Il s'est ridiculisé tout seul en faisant comme ça, parce que les autres ont répondu. Mais déjà, ça Manu, ça te prouve le manque de culture sport et le manque de ce culture du maillot bleu qu'a Patrice Evra. C'est ça, et qu'ont les sportifs français en général. Pour moi, c'est scandaleux. Et le pire dans tout ça, c'est que Didier Deschamps, moi j'aimerais bien. T'as Didier Deschamps là, t'as l'extrait sonore de Didier Deschamps, son interview pour la sélection de Patrice Evra. Ce qui aurait été génial, Manu, c'est que tu nous sortes les bandes de Didier Deschamps quand il a repris l'équipe de France. Lorsqu'il disait pour moi le maillot bleu c'est important, pour moi le coq c'est important, pour moi la droiture c'est important. Mais est-ce qu'on bascule pas dans une sorte de populisme un peu, non, si tu veux, ce n'est pas c'est le peuple qui doit décider en fonction de l'interview de ce que le mec aura dit. Non, pas du tout, Manu. Il se tient pas bien. Pas du tout, Manu. On peut basculer là-dedans. Non. Ce n'est pas du populisme, Manu. Patrice Evra est le leader
de la grève de Naïsna. bien sûr. C'est le leader. Déjà Déjà avant qu'il aurait dû fallu sanctionner. Patrice Evra, avant. Patrice Evra, ce n'est pas la première fois qu'il dérape. Bien sûr. Ce n'est pas la première fois. C'était avant. Moi, je pense que plutôt ce qui s'est passé, je pense que Deschamps a pensé groupe. Aujourd'hui, pourquoi je dis il a pensé groupe? Parce qu'on se rappelle, et on en a beaucoup entendu parler. Une affaire Anelka. Il a pensé petit. Non, même pas. Je pense même pas. Anelka, je pensais dans le coin de ma tête Anelka, mais je pensais plutôt à ce qui s'est passé plus récemment. Attends, excuse-moi, tu ne sais même pas encore ce que je vais dire. Non, mais je vois ton discours. Non, mais on parlait de l'influence des. Moi, je suis pas forcément pour ou contre le fait qu'Evra soit là, puisque moi je suis un fervent supporter de Lucas Digne. Mais à part ça, c'était pour dire que Evra, on parlait de l'influence qu'il a eu dans le vestiaire quand il avait été remplaçant pour pouvoir remotiver son équipe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, et je pense, de joueurs. Pour moi, c'est de la com, ça. Qui le soutiennent. Peu importe, mais je pense qu'il y a, voilà, justement, s'il y a de la com autour de ce joueur, je pense que voilà, s'il y a des joueurs cadres aujourd'hui qui sont qui sont beaucoup dans l'affectif avec Evra. C'est-à-dire qu'il peut avoir des clans ou autres. Je ne sais pas comment ça fonctionne l'équipe de France, mais sûrement des joueurs cadres de type Ribéry ou autres qui ont besoin d'Evra. Je pense qu'aujourd'hui, si tu sors dans ce match important, peu importe le dérapage, certes, ce qu'Eddie a dit, il a raison, il y a une charte, on ne doit pas déraper. Mais aujourd'hui, l'équipe de France est dans un. C'est pas celle de. Voilà. C'est pas celle de 80. Attends, pardon. Voilà. C'est pas celle. Enfin, je veux dire, c'est pas celle de 98 où on avait une équipe tellement forte que tout le monde. Voilà, si c'était pas Zidane, tu pouvais sauter n'importe qui. À l'époque, excuse-moi, tu sautais un Lizarazu, t'en avais un autre derrière. Même Thuram qui était très fort, t'avais accordé là très bon. Aujourd'hui, on va dire, excuse-moi, cette équipe de France a besoin d'être mentalement. Enfin, voilà. c'est des joueurs qui sont beaucoup dans l'affectif. C'est-à-dire que s'il va leur manquer un joueur, ils seront plus à s'écarter du groupe, ils seront dans la rébellion, ils vont moins, et on va se plomber contre l'Ukraine. Linden, tu parlais de joueurs là, comme Zidane, Lizarazu, Thuram, mais avant d'être des footballeurs, c'était des hommes intelligents. Qui avait un état d'esprit, qui avait un état d'esprit, qui avait un véritable état d'esprit et qui respectait le maillot bleu. C'est toujours ceux qui gagnent qui sont très intelligents. Je suis pas d'accord avec toi. Aujourd'hui, on est vraiment encore dans la politique du présent. Didier Deschamps fait les mêmes erreurs que Laurent Blanc. Laurent Blanc a repris les mutins de Naïsna en disant qu'avec moi ça va changer. Deschamps fait pareil en disant avec moi je vais arracher la qualif, mais au final les générations futures ne respecteront toujours pas le maillot bleu. 12e carton jaune pour Eddie Amari, mais son avis valait, comptait. On passe tout de suite, bien sûr, au jingle Twitter de monsieur Linden Lutello. Quand les sportifs imitent le plus grand des twittos, c'est toute la planète Buzz qui s'affole. Place à la semaine Twitter de Linden Lutello. Allez Linden, on va terminer bien sûr avec toi cette émission. Le jingle de l'émission finit à 1 minute 30, 2 minutes. C'est parti, c'est parce que Twitter a pour été le très Twitter. calme. Alors pendant que Twitter entre en bourse cette semaine, Pamela Anderson s'affiche totalement KO après le marathon de New York, on va quand même la féliciter. Et une jeune fille se déguise en victime de l'attentat du marathon de Boston pour Halloween. Donc forcément c'était une tendance suicidaire. Et en parlant de suicidaire, on va parler, le premier qu'on va désigner c'est monsieur Kurt Zouma qui a dézingué donc le socialien. Alors faute ou pas faute les gars? Oh, faute, là il y a une énorme faute. C'est monstrueux. Julien Roivin nous dit le pauvre socialien a plus de cheville et certains supporters disent que Zouma l'a pas touché. En effet, il a dû prendre une taupe. C'est tout. La raison est là. C'est bon ça. Ensuite, forcément, avec un tel tag, Zouma n'allait pas être appelé en équipe de France A pour jouer contre l'Ukraine. Alors, après Ramayad, on a un autre postulant aujourd'hui et c'est petit Louis Fernandel qui nous dit. Suite à la non-sélection de Leonarda en équipe de France, les lycéens décident de faire grève pour protester contre la liste de Deschamps. Donc après Ramayad, on avait... Ça aurait été beau ça. Ça aurait été beau. Ça aurait été beau. Et on a vu cette semaine le PSG Anderlecht, on s'est endormi. Par contre, dans le public, on a vu un certain Leonardo DiCaprio. Et c'est Michael Youn qui nous dit, alors... Inconsolable après le départ de Leonardo, The Original, Nasser aurait jeté son dévolu sur un autre Leonardo pour le PSG, donc Monsieur DiCaprio. Donc attention, Leonardo DiCaprio peut être bientôt directeur sportif du PSG. Voilà, ça sera tout pour la chronique Twitter là-dessus. Merci Linden, merci Eddy, merci Valentin. Merci à la semaine prochaine pour une nouvelle aventure et restez fidèles à la plus belle des radios. 30 ans, ça se fête. IDFM, 98 FM. À la semaine prochaine. Salut.